Ouais, mais là, c'est ici pour le sang froid et les larmes. Ouais, ouais, là ce soir, ouais. Kikou, mon Quentin, j'espère que tu vas bien. On est tous en mode syndrome de Stockholm, c'est horrible. Ouais, là ce soir, si t'as la rêve, c'est le club des dépressifs d'Yveline, petite cassette d'Eli. Non, non, je n'aime pas Elise et Moon, donc je n'ai pas la rêve. Mais salut Mathis, bonsoir, salut Lord Toufix, j'espère que tu vas bien aussi. Là, c'est, j'ai vraiment envie d'arrêter la fin des temps là. Vraiment. En préparation du live, j'ai voulu me rattraper la bataille de Nuln car j'en avais aucun souvenir, mais j'étais bien présent au live. C'est juste que c'était parfaitement oubliable. Ah oui, évidemment, évidemment. Salut Camembert. J'attends mon épisode Star Wars 10. C'est si horrible, patient. En fait. Ah bon, il y a eu une bataille de Nuln? Ouais, non, c'est la fin de la fin des temps. Mais non, justement. Non, c'est pas la fin des temps. Nous en sommes au chapitre 5 du livre Tankol ce soir. Je rappelle que dans le livre Tankol, il reste encore 2 autres chapitres après celui-ci. C'est le seul livre qui avait 7 chapitres. Alors je vous rappelle que Kane en avait 2, mais il y en avait facilement 7 à faire dedans. Tu peux pas t'arrêter en si bon chemin. Ouais, non. On est encore qu'au début du what the fuck, pas à la fin. Alors justement, vous vous rappelez, ça fait déjà 2 semaines que je vous le dis. À partir de la moitié de Tankol, on arrive véritablement dans la fin des temps. Mais la fin des temps, tu sais que c'est fini. Tu sais que ça ne va être qu'un calvaire. Ça ne va être que TG, c'est fini. Et regarde comment ils vont en arriver là. Voilà, c'est à peu près là où on en est depuis déjà... Enfin, on a entamé ça depuis 2 semaines à peu près, depuis qu'on a commencé à parler de Caraco Whippic. Mais là, ce soir, vous allez comprendre, pour ceux qui n'ont pas lu les livres, encore une fois, ceux qui les ont lus, le premier qui spoil ce qui se passe dans ce chapitre, eh bien, se fera ban, bien évidemment, parce que le but, c'est de découvrir ensemble pour ceux qui ne connaissent pas. Mais vraiment, là où on en est, ce soir, on a eu des cités naines qui sont tombées, on a eu des cités hommes lézards qui sont tombées, des cités majeures pour ces 2 peuples, on a une cité majeure impériale qui a été rasée. Tout ça a beaucoup moins d'impact que ce qui va se passer ce soir. Ce soir, c'est pas la fin d'une cité, c'est pas un camp qui va gagner une bataille. Ce soir, c'est la fin d'une chose. La fin définitive. Pour moi, je découvre avec toi, c'est pour moi Tankol, c'est le plus insupportable. De même, Magash était beaucoup mieux. J'ai rien loupé du feuilleton du vendredi. On est en train juste de balancer du sel à foison pour l'instant. C'est la fin d'un temps. Ouais, voilà. Mais là, c'est la fin d'un temps avec un grand T. La fin de notre espoir en l'humanité. Non, mais ça, on l'a déjà depuis le début, vous inquiétez pas. Salut Shekara, merci beaucoup. Merci Luric, merci pour les 100 bits. Je rappelle que jusqu'à la fin du mois, les bits et les subs sont moins chers. Donc n'hésitez surtout pas. Parce que de la thune. Voilà. Games Workshop sort The Old World pour pouvoir retuer le vieux monde et sortir à OS V45. Ouais, c'est ça. C'est la fin des What the Fuck? Absolument pas. Non. Il n'y a pas de What the Fuck. Alors, véritablement, ce soir, je vais entamer tout de suite, en fait, avec les What the Fuck. Tout de suite, dès le début. Parce que vraiment, le chapitre démarre par du sel, juste du What the Fuck. Ça m'a fait plaisir, vous voyez, parce que ce matin à minuit, sont sortis les premiers épisodes en rediff sur YouTube de la fin des temps qu'on est en train de faire ensemble, qui parle justement d'Escaven. Et donc, rappelez-vous que le premier chapitre de Tankol, pour ceux qui ne l'avaient pas, ou qui n'ont pas encore vu la rediff, le premier chapitre de Tankol, ou pour ceux qui l'ont oublié aussi, c'est l'assaut en Lustrie. C'est justement l'arrivée d'Escaven en Lustrie. On rappelle que la Lustrie, c'est un continent, hein, d'accord, c'est le vieux monde n'est que la moitié en taille
de la lustrie, hein, en termes de superficie, et que sur cette lustrie intégrale, est l'un des peuples les plus insortables du jeu en termes d'histoire, en termes de puissance. Ils sont presque imbattables, surtout sur leur domaine, les hommes lézards, et que dans ce premier chapitre, qui n'est juste là que pour mettre en contexte le roman qui s'appelle Tankol, sur les 5 cités majeures de ce peuple homme lézard, dans le premier chapitre, ils en perdent 3. Il ne reste à la fin du premier chapitre de Tankol, pour le peuple le plus insortable en termes d'assaut sur son continent à lui-même, que 2 cités majeures. Et ça, ils ont seulement 2 cités majeures, mais ils ont réussi, dans leur horrible effectif, à repousser les Skaven. Donc en repoussant simplement les Skaven, ils perdent 3 cités majeures sur 5. Au fil du roman, on apprend que les nains perdent toutes leurs cités majeures, les unes après les autres. Il ne reste également pour les nains, à la fin, à l'endroit où on en est maintenant, il n'en reste plus qu'une. Il ne reste plus qu'une cité majeure pour les nains. Merci Sardine, merci pour ton prime, merci beaucoup de ton soutien. En même temps, s'en va Laïa. Oui, voilà, commencez pas. Vous avez lancé le train de like, s'il vous plaît, pitié. Vas-y, pitié sub. Pour t'aider moralement. Ouais, non, mais là, franchement, ouais. On a les impériaux qui, avant même le début de ce roman, avaient perdu la moitié de leur territoire. On a même des peuples humains qui ont été rasés de la carte depuis déjà 4 romans. Ils perdent une autre cité majeure, ce qui fait qu'il n'en en reste plus que 2 ou 3 à peine pour les humains. Et là, on entame la grande guerre de Lustrie, c'est-à-dire le chapitre 5, c'est-à-dire l'assaut sur la Lustrie, la seconde vague, si vous préférez, mais pas au début du roman. C'est pas le début de Tankol. Le contexte, la mise en contexte de tout ça, la mise en contexte de ce début de chapitre, va simplement vous faire comprendre que tout ce qui s'est passé avant, c'était le niveau 1 des Skaven. Niveau sur combien ? Bah en fait, il n'y a pas de limite. Vous allez comprendre. Bonsoir Zineb, j'espère que tu vas bien. Merci Ivanov, merci beaucoup pour le prime. Merci beaucoup sur une échelle de 100. Ouais, on pourrait dire ça. On peut se TP dans 2 semaines histoire qu'on oublie ça ? Je pense pas, non. On peut s'arrêter là, j'ai pas trop envie de voir la suite. Ah si, vous m'avez demandé à faire ce putain de stream, je vais vous le faire. Hein. Il passe au 5 ou 6 vu ton sum. Ouais. Fin des temps qui finit par arriver les Stormcast, #humour. Eh ben non. Donc en gros là, la Lustrie, qui je le rappelle dans le premier chapitre où ils ont perdu 3 cités majeures, n'a été attaquée que par le clan pestilien et ses troupes, c'est-à-dire quelques clans mineurs. Là, la Lustrie se fait attaquer par d'autres clans majeurs. Le clan pestilien a récupéré toutes ses pertes et chaque seigneur de guerre Skaven, alors je parle seigneur de guerre, hein, pas seigneur d'armée, donc vraiment des levels assez hauts. Hein, je ne dis pas que tous les seigneurs Skaven, mais je parle bien des seigneurs de guerre, donc vraiment ceux qui dirigent des armées. Mais dites-vous que chaque dirigeant d'armée qui attaque la Lustrie, avant même qu'on commence le roman, hein, d'accord, qu'on commence le chapitre, chaque... Non, pas les nommer, pas les nommer avec ta Jean.
chaque seigneur de guerre. Chaque seigneur de guerre. C'est-à-dire que même les seigneurs où on en a bullshit rien à faire, juste des mecs qui sont seigneurs de guerre de clans majeurs guerriers, mais qu'on n'a jamais entendu parler, tous les seigneurs de guerre Skaven ont avec eux des Vermin Lords. Tous les seigneurs de guerre, seigneurs d'armée, ont avec eux des Vermin Lords. Parce que le roman t'explique que au moment où on commence ce chapitre, le vortex des elfes vient d'exploser. Je vous renvoie donc à la fin de Kane. Le roman, en termes de timeline, arrive au moment où le vortex des hauts elfes vient de disparaître. Mon détecteur de conneries vient d'exploser. On n'y est pas encore, Pépéric. Attends, là je sais. Non, là vraiment, non. Non, vous inquiétez pas. Là je commence juste le contexte, les gars. Là vraiment, ce n'est que le contexte. Mais pourquoi le racornu n'est pas le dieu suprême du chaos à ce moment en vrai? Et c'est ça, Desmomac. Retiens, Desmomac, j'espère que tu vas rester jusqu'à la fin de ce stream. Parce que cette phrase-là, pourquoi le racornu n'est pas le dieu suprême du chaos à ce moment-là en vrai, tu me la reposes dans 1 heure. C'est pas la fin des temps, mais la Slave the Rising, c'est ça. Ah, vous avez loupé le train de l'hype. Désolé. Eh bah voilà. Vous voulez pas me soutenir. Merci KLX, merci beaucoup pour le follow. Et Arcaon, il fait quoi? On n'a pas le temps. On verra ça la semaine prochaine. Donc à ce moment-là, il y a des races plus puissantes. Chut. Ne posez pas ces questions pour l'instant. Merci Kirkanos, merci pour ton prime du 10e mois. Je viens de capter, les guerriers du chaos et les Skaven se battent pas. Pourquoi? Pourquoi faire? Pourquoi faire? On te soutient moralement, c'est gentil. Donc, qu'est-ce qui se passe au début du chapitre 5, la Grande Guerre de Lustrie, chapitre 16 de la fin des temps? Comme vous le voyez la date, on entame le printemps 2525. Donc 2525, c'est toutes les catastrophes qui se passent dans le monde. La chute du grand vortex, le grand mur au nord qui s'effondre, l'attaque des Glotkin, c'est passé. C'est-à-dire que là, littéralement, l'attaque des Glotkin a ravagé Aldorf déjà. Bref, c'est une catastrophe qui se passe. 2525, c'est la pire année. Et si vous regardez bien, je crois que c'est la première fois même qu'on le voit dans les romans, on va jusqu'à l'automne 2526. Donc littéralement, là, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce chapitre qui fait alors, il fait 20 pages, comme d'habitude. Cependant, sur ces 20 pages, vous en enlevez 6. Donc en fait, le chapitre de la terrible et grande guerre de Lustrie, c'est le derby. C'est littéralement là, tu sais que c'est bon, c'est parti, ça va être la guerre totale. Parce qu'avant, apparemment, c'était que le début. C'était pas encore ça. Et c'est voilà. Si on résume, niveau faction du bien, il reste le moot. À peu près, ouais. Il est pas long, il est long à lire. Ah, il est très long à lire, Scar. En effet, il est très long à lire. Donc, entamons tout de suite. Les 2 premières pages. J'écoute, je déguste. Je t'en prie, Adam. Les 2 premières pages du roman nous expliquent le contexte, donc, parce que ça fait quand même 3 chapitres entiers qu'on n'a pas entendu parler de la Lustrie. Le début de ce chapitre nous explique que les renforts Skaven sont enfin arrivés en Lustrie. Les renforts Skaven viennent d'arriver. C'est-à-dire que les Skaven sont à nouveau surpuissants.
Le clan pestilien qui a été refoulé, certes en ayant bousillé 3 cités majeures hommes lézards, a été refoulé quand même par les hommes lézards. Il y a 2 grandes armées qui sont connues, 2 grands seigneurs de guerre hommes lézards qui sont reconnus comme justement les, entre guillemets, repousseurs, vainqueurs, non, hein, on va pas appeler ça une victoire, mais qui sont reconnus comme étant les repousseurs des Skaven. C'est bien évidemment Téanawin. Donc, Téanawin, le grand prophète de Sotek, le grand et terrible prophète de Sotek, le Skink, prêtre de la bête, bien sûr, le grand champion de la guerre contre les Skaven, qui dirige donc son énorme armée de Skink, de monstres et de nuées de la jungle. Et bien évidemment, l'autre grand champion, c'est bien évidemment Kroq-Gar, le grand seigneur de guerre des hommes lézards. Face à eux, au final, et c'est ça quand même qui en est à un niveau aussi terrible, face à eux, il n'y a en fait que Skrolk en seigneur légendaire. Skrolk, le second parmi le clan pestilien. Mais Battle, c'est comme Star Wars, on commence par la fin et le début vient après. Oui, c'est ça. Téanawin, qui est l'individu qui a dû tuer le plus de Skaven de tout Warhammer. Ah oui, oui, littéralement. Salut Neps, bonsoir. Donc vous avez Skrolk, hein, qui est le dirigeant. Kroq-Gar a un gant de seigneur Goa'uld. Oui, c'est vrai, oui, tout à fait. Mais c'est un gant du bien, celui-là. Salut Gimilzor. Donc en gros, voilà les 3 nommés dont l'histoire reprend, hein, véritablement. Et il y en a 2 autres nommés qui sont plus en... C'est terrible. C'est terrible de devoir dire ça. Mais il y a 2 autres nommés qui sont un peu plus en arrière, alors que c'est la grande guerre contre la Lustrie, hein, bien sûr. Le nommé qui est un petit peu à l'arrière, un petit peu caché dans l'ombre, il vient d'arriver en Lustrie, il fait partie des renforts, et c'est juste le mec qui porte le nom du roman. Tankol, avec Vorax, donc avec son rat-ogre gigantesque, vient d'arriver en Lustrie, avec les renforts, vu que je rappelle qu'il a directement explosé Nuln en une nuit, et a ramené d'ailleurs tous les trésors de Nuln. Ce qui fait donc qu'à Scarrogne, là où il s'est téléporté, avec les ressources qu'il avait volées, il a été déclaré comme un énorme champion. Il n'a pas la place encore au Conseil des 13, mais il vient d'arriver en Lustrie. Et surtout, il vient d'arriver avec des renforts, et donc les fameux Stormfield, bien sûr. Pour ceux qui ne se rappellent pas ce que c'est juste la mort du scénario, car ce sont les nouvelles unités, bien sûr. Ce sont ces fameux rats-ogres possédant des lance-flammes, littéralement, des mitrailleuses Gatling, sur 3 de leurs membres. Enfin bref, il est arrivé avec des renforts Skaven, sans compter, bien sûr, tous les monstres qui l'accompagnent. De plus, je le rappelle aussi que Tankol est un seigneur de guerre, c'est même un nommé. Il est accompagné d'un Verminlord. Il est accompagné même du seigneur des Verminlords, le plus puissant. Littéralement l'incarnation de tous les prophètes gris réunis en un démon. Le seigneur des Verminlords. Et lorsque Tankol arrive en Lustrie, il rencontre Skrolk, et Skrolk est également protégé par un autre Verminlord. Et ce Verminlord-là, certes, a l'air moins puissant que le Verminlord qui accompagne Tankol, qui s'appelle Screech, mais il reste la corruption née. Parce qu'on commence à comprendre qu'il y a différents types de Verminlord. Il y a ceux des ombres, pour les Eshin, il y a ceux de la magie, pour les technomages, il y a ceux, littéralement, de la surpuissance, à la fois corps à corps et magie, ceux des prophètes gris, et il y a ceux de la corruption, pour les pestiliens. Est-ce qu'il y a Nakai? Non, mais oubliez ça. Gorok n'est pas là. Nakai, oubliez, il n'existe pas. Teto Echo,
Hein, Teto Echo, pour ceux qui s'en rappellent, je rappelle Teto Echo quand même, hein, le personnage qui était là au début du roman, hein, juste le prêtre skink des cieux le plus puissant du monde, absent, disparu, bien évidemment. Mulder, ils n'ont pas de Verminlord car ils puent. Si, bah, ils ont ceux des combats, quoi, mais c'est tout. C'est vrai que Mulder, de toute façon, on s'en fout dans l'histoire. Ils en ont rien à foutre. Tic-tac-toe est présent, hein, bien évidemment. Vu que c'est la bataille ultime de la Lustrie, là, ça, ce chapitre, c'est la bataille ultime de la Lustrie, le roman va nous bourrer les persos légendaires hommes-lézards. Alors, ok, les Skaven, ils envoient, je le remonte encore à la caméra, seulement 2 seigneurs nommés légendaires. Il y en a un qui apparaît à peine, c'est bien sûr Skrolk, qui est Tankol, pardon, qui est juste le mec qui porte le nom du roman. Et derrière, il y a Skrolk qui dirige toutes les armées, qui est le grand enfin, pas l'archi-tyran, parce que c'est le gars au-dessus de lui dans le camp pestilien, mais bref, qui est le grand capitaine. Donc, sachant que les hommes lézards vont avoir quasiment, enfin non pas tous justement, c'est des conneries, va avoir des renforts, les hommes lézards vont avoir des personnages légendaires. Voilà, ils vont être servis. Bon, on n'a plus Teto Echo parce qu'on ne sait plus où il est. Ils ont dû l'oublier dans un carton. Ils avaient remballé la figurine déjà. Gorok n'apparaît toujours pas. Et d'autres, non. Non, on s'en fout. À quoi ça fout? Qu'est-ce que ça sert en fait? Shakax est déjà mort, hein, je vous le rappelle. Il a été planté par une lame empoisonnée d'un Skaven, d'un assassin qui l'a tué en retour, mais qu'il est retourné à sa place et qu'il est mort de ses propres blessures. Bon, enfin bref. Et donc, le contexte. Ça fait plus de persos légendaires à tuer, yes. Exactement. Et le dernier contexte que nous avons, vous voyez cette carte, vous savez que Tlaxlan, Ixanuapek, 3 des 5 cités majeures des hommes lézards sont tombées. L'armée la plus puissante des hommes lézards se trouvait à Xautec, la cité qui est sur une faille dimensionnelle du chaos, je le rappelle. Faille dimensionnelle du chaos qui est étrangement calme et qui n'est même pas attaquée par les démons, ce qui a permis justement à Krogar de sauver la situation au premier assaut Skaven. Il reste donc aux hommes lézards 2 cités. Idza, la cité de Gorok, la cité de Croak, le prêtre relique. C'est même pas un prêtre mage, c'est un prêtre relique. C'est le plus puissant des prêtres mages Slann. De tout ce qui a existé, c'est le premier né, littéralement. Lors de l'incursion du chaos, la première fois que le chaos a ravagé le monde, donc techniquement une invasion du chaos qui est aussi puissante que celle qu'on a maintenant, il a, en un seul sort qui lui a carbonisé le corps, détruit 12 démons majeurs et leurs armées. Voilà. Et à Paritza, vous avez l'autre cité majeure qui reste, la dernière, qui est tout là-haut. Le premier être conscient post-ancien, je me trompe. Non, c'est ça. Vous avez Exoatl, qui est limite en bord de map, ici même. Et Exoatl, c'est la cité de Mazdamundi. Voilà. Donc, celle tout au nord et celle en plein milieu. Mais que font Mazdamundi et Croak? Que font les êtres magiques les plus puissants du monde de Warhammer pendant tout ce qui se passe et tout ce bordel? Eh bien, je vous renvoie au premier chapitre. Rappelez-vous, tous les hommes lézards Slann sont out. Ils sont HS. Parce que 50 prophètes gris ont réussi à rapprocher Morslib et à faire un sort cataclysmique qui a one-shot. Parce que les Slann ont réussi à arrêter la lune de tomber, ça les a tous mis au sol. Ils s'étaient pas réveillés à la fin? Ben si, mais non. Parce que là, ils font rien. Nerfameriser le crapaud, c'est ça.
Sans le vortex, il reste plus que la toile géomantique ou non, bah voilà, c'est ça, justement. Croak est mort, il aurait dû revenir à la vie, mais avec Nagash, et quand Tyrion a réveillé les morts, ben techniquement, son corps, ouais, mais non. C'est un micro-réveil, on aurait eu, on s'en a fait beaucoup par nuit. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il a pas eu le café, c'est ça. Et justement, je vous remets la carte. Le problème, quand on est un écrivain qui a plus d'idées, on se dit, regardez la taille du continent. On sait qu'au centre du continent, ici même, les Skaven ont tout ravagé, sauf Idza, qui a été assiégé, je le rappelle. Rappelez-vous, c'est le siège où les Skaven ont balancé des trucs empoisonnés par-dessus les murs, que les Saurus, n'ayant pas d'ordre des prêtres Smashlan, n'ont fait que reculer pour éviter d'être dans les poisons, jusqu'à ce que l'armée de Terenawin arrive dans le dos et les tue tous. Donc sauve la ville. Et à l'autre, Exoatl, qui est tout au nord, super loin, elle est tellement isolée. C'est en plus là-bas qu'il y a Mazdamoudi, qui est censé être le perso le plus puissant, etc. Eh bien, le roman commence, le chapitre commence. Je vous remets quand même l'image de ce chapitre qui est incroyable. C'est d'ailleurs celui qui a l'artwork le plus dégueulasse, je trouve. Le 3e paragraphe nous explique que le nouvel assaut d'envergure contre la Lustrie a commencé. Une croisade d'annihilation, une guerre totale livrée non seulement pas de vastes armées, mais aussi par la terre elle-même. Le roman t'explique que Idza, la première cité homme-lézard, la plus puissante de toutes, elle est abandonnée par les hommes-lézards. Allez, c'est bon, je me tire. Mais je viens d'arriver. Autobahn. Le misclick de campagne. C'est un beau scénarium quand même. Non mais ouais, mais c'est dans le plan. C'est pour ça que ça s'appelle la fin des temps, voire amateur. Oui, merci Denaris. Merci Biomatio, merci pour ton 23e sub. C'est ici la procession de la dépression. Ah ouais, là. Il n'y a pas eu de cependant. Non, mais ça mérite même pas un cependant, là. Là, il faudrait le facepalm absolu. Donc, plus qu'une seule cité pour tenir la toile. Attends. Pendant plus de 3000 ans, ils ont suivi le grand plan et ils abandonnent comme ça. Non, mais attendez. Non. C'est pas ça. Les hommes lézards abandonnent Idza parce qu'il y a trop de poison dans la ville. Merci Denaris, merci pour le prime, merci beaucoup. Mais il n'y a que les armées qui partent. Les armées partent, mais ils laissent des patrouilles pour que la ville soit quand même gardée par des hommes lézards. Attendez, parce que... Attendez. La ville est abandonnée. Pourquoi ? Parce que Mazdamundi a compris quelque chose. Il y a un plan derrière tout ça. Ils sont où les bassins de frais? Ils sont pas à Idza, ils sont dans toutes les cités majeures. Là, les hommes lézards sont foutus. Hein, littéralement, dès ce moment-là que les hommes lézards sont foutus. Mais le peuple lézard n'est-elle pas une armée entière? En gros, on t'explique que ce qui se passe à Idza, la corruption des Skaven qui ont assiégé cette ville, ne se provoque pas que à Idza. Elle se provoque à l'échelle de la Lustrie intégrale. Toutes les créatures qui vivent en Lustrie, quasiment toute la Lustrie elle-même, est corrompue par les Skaven et leurs armes bactériologiques. C'est vraiment décrit comme ça. Donc tu te dis,
Ok, donc là, il n'y a plus rien, en fait. C'est fini. C'est terminé. La lustrie est contaminée as fuck. Les hommes lézards ne peuvent plus rien faire. Cependant, Mazdamundi, ainsi qu'une demi-douzaine de prêtres Mashlan conscients, entre guillemets, lorsqu'ils voient que le grand vortex des hauts elfes se brise, se disent, bon, c'est foutu, la magie va se redécupler à nouveau, parce que je vous rappelle que le grand vortex, depuis le tout début, nerfait la magie. Donc là, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de nerf de magie du tout. La magie! Donc là, ça devient violent en termes de magie. Si prêtre Mashlan et Mazdamundi vont, en quelques sortilèges, réussir à invoquer des ouragans et à déplacer des rivières et des montagnes pour, je cite, nettoyer la jungle. Merci Erguer, merci pour ton deuxième mois de sub. Mazdamundi arrive même, écoutez-moi bien, hein, il arrive même à attirer les rayons solaires sur la planète pour faire cramer des microbes. La magie! Ça en avait marre de ces racailles. Fucking overpower wizard. Si on mange des cuisses de grenouilles, nous aussi, on peut faire n'importe quoi. Faudrait une police plus grande pour la magie sur Twitch. Ouais, j'avoue. Ce n'est pas les microbes qu'il faut faire cramer. Ben, il est là le problème. Des slans sans vortex, ça me paraît normal. Mais oui! Ah non, mais je suis complètement d'accord. Les slans, vous imaginez leur puissance, là. Vous imaginez la puissance des slans. Ils se réveillent. Il n'y a plus de nerfs de la magie sur Terre. Ils arrivent à canaliser la puissance des rayons solaires et les tempêtes pour nettoyer les vermines bactériologiques qui attaquent la lustrie. Et les armées Skaven ne vont jamais en subir les conséquences. Mais du coup, ils peuvent simplement faire sauter la planète, non? Ok, là, je me barre. Attendez, j'ai pas fini. Et même sans le vortex, la faille reste tranquille. Ah oui, oui, ça va, ça va. Alors en fait, il y a une deuxième chose qui indique que les slans ont une puissance qui dépasse même l'entendement à ce moment-là. Je parle bien des slans, hein. Je parle du côté donc du bien. Je parle de Mazdamundi et de sa clique. Hein. Je parle de vraiment des crapauds surpuissants. Your froggery. Mazdamundi comprend, comme je vous l'ai dit, que le vortex elfique, qui était un pis-aller, hein, c'est décrit comme ça dans le roman, du point de vue des hommes lézards, les choses à sang chaud avaient trouvé cette solution pour gagner du temps. Les hommes lézards ont dit ouais, bon d'accord, ça marche, mais véritablement, le plan qui est au-dessus même du grand vortex, tu comprends que c'est la toile géomantique. Et c'est la première fois, c'est dans ce roman, à ce moment-là, ça c'est le seul truc que j'ai trouvé bien, c'est à ce moment-là du chapitre qu'on comprend l'utilité de la toile géomantique véritablement. Si le vortex est un siphon qui permet tout simplement d'éviter que les vents de magie balayent le monde non-stop et donc que les démons les ravagent, la toile géomantique est en fait
depuis 7000 ans, une batterie. Une batterie. Les réseaux de toiles amènent à des points spécifiques et après à un énorme point névralgique. Rappelez-vous ce que je viens de vous dire. C'est donc une toile qui amène à des petits points où plusieurs tiges se rassemblent et toutes ces tiges vont au même endroit. Il y a un centre névralgique de la toile géomantique. Et Mazda Mundi, voyant que le vortex a été détruit, se dit « Putain, mais la toile va péter. En fait, la toile n'a certainement même peut-être pas d'énergie parce que il n'y a plus rien. La magie, là, elle est décuplée, il n'y a plus de batterie, les câbles ont dû griller. Les édifices sont tombés par milliers, la lustrie est intégralement tombée aux mains des Skaven, ou en tout cas il y a des poches de résistance par les armées de Teanawin ou les armées de Krogar, mais ça ne reste que des armées. Les cités majeures, la dernière c'est Exoatl, l'autre a été abandonnée, la deuxième dernière, toutes les autres sont détruites ou ravagées. Et Mazda Mundi comprend que la toile géomantique non seulement tient toujours, mais en plus est surchargée. Elle est à un tel niveau de puissance que même les Slaanes ne peuvent pas en découler le maximum. Même Mazda Mundi et tous les Slaanes encore en vie se disent on n'a même pas idée à quel point il y a de puissance dans la toile. Salut Hippolyte, salut Jérémy. Overcharge, open bar, voilà, surpuissant en impuissance. Et en fait, en sachant ça, donc ça veut dire que les sorciers les plus puissants du monde, qui sont du côté du bien, total anti-chaos, se disent, putain, on peut piocher dans une réserve inconditionnelle de puissance et en faire ce qu'on veut. Parce que non seulement c'est une puissance contenue, mais c'est de la puissance contrôlée contenue. Ce n'est donc pas de la malpierre, c'est de la haute magie. Eh bien, lorsque Mazda Mundi aura compris ça, les Skaven auront préparé leurs forces, auront intégralement rassemblé toutes leurs armées et se dirigeront vers Exoatl. C'est-à-dire que tout le sud de la Lustrie, vous l'oubliez. Toute la Lustrie même, en gros, de la Colombie pour notre pays jusqu'au bout de la terre, je sais plus quoi, comment ça s'appelle, c'est pas le Pérou, si, le bout du Chili, hein, c'est ça pour nous, parce que ça ressemble vraiment à ça. Hein. Toutes ces armées se dirigent vers Exoatl. Je sais pas, mais je sens qu'on va avoir des kamikazes chez les Ablézards. La Terre de Feu, merci, voilà, c'est ça. Ça fait quoi, 2-3 milliards de Skaven? Monte. Et là, je vais pas vous mentir. Le roman essaye, et je dis bien essaye, de te faire croire qu'il va y avoir des batailles. Mais non. Mais non. On sait bien évidemment, que c'est déjà foutu. Il n'y a plus rien à faire. Une seule cité, qui n'est même pas la cité la plus puissante. Les héros légendaires hommes lézards, qui ne possèdent plus qu'une seule armée à eux seuls. 1, 2, 3, 4 armées, on va dire. Contre les milliards de Skaven, tous surboostés par des Vermin Lords, attaquent. La seule chose qu'on se dit, c'est « Attends, ok, peut-être que les armées vont exploser, mais il y a cette histoire de toile géomantique. Il y a cette histoire de surpuissance du côté des Slaanes. Peut-être que, enfin, la magie des Slaanes va faire quelque chose. Enfin, on va avoir la démonstration de puissance des Slaanes lorsqu'ils ont over 9000 power.
Eh bien tout ça, ça aurait pu être sympa si le scénario et le roman ne s'appelaient pas Tankol. Si le scénario, et donc ce roman, n'était pas qu'une seule et unique chose, faire des Skaven la race la plus puissante de tous les mondes de Warhammer, quels qu'ils soient. Parce que je vous rappelle que dans le même premier chapitre de Tankol, là où les Skaven commencent à envahir le monde, enfin, ils ont déjà envoyé la moitié du monde, hein, on est bien d'accord, mais qu'ils commencent leurs grands assauts, il y a à Scarogne le lancement d'un projet. Je peux plus. Je peux plus, j'en peux plus. Au secours. Au secours. Je rappelle que ce qui a déclenché tout ça, les slams tous HS, les prophètes gris qui sont tous remplacés, qui, au final, reviennent en avant parce qu'ils invoquent des vermines lords, etc. Tout ça, c'est parce qu'il y a une place disponible au Conseil des 13 et que les technomages veulent prouver leur puissance au-delà de tout, chose que les prophètes gris n'ont jamais réussi à faire. Attirer Morslib, la lune de Malpierre en orbite autour de la planète, sur Terre. Les prophètes gris ont ralenti le travail des technomages par sabotage. Les technomages ont compris que les prophètes gris leur tendaient des pièges, ont protégé leurs artefacts et ont nommé 2 chefs de projet. Ikit la Griffe, qui, je le rappelle, est un seigneur légendaire, un seigneur qui a créé les Malbrutes, qui a créé les Stormfield, qui a fait tomber Karak Kadrin presque à lui tout seul. Et un autre, je me souviens plus de son nom et j'en ai rien à foutre parce que c'est un nom nommé, on s'en tamponne, il s'appelle Zigtail, je crois. C'est Zigtail, c'est ça? Je sais plus, je m'en fous. Bref, il y a le rival d'Ikit et il y a Ikit, d'accord? Eh bien, Ikit ne va rien faire sur ce projet de faire péter la Lune avec une fusée. C'était le plan d'Ikit. Créer la nuke la plus puissante, l'envoyer dans l'espace, faire péter la Lune et que les météorites de Malpierre tombent sur Terre. Mais ça, c'était pas le projet Zigtail. Zigtail, il va faire péter la Lune par un laser. Un laser de Malpierre. Et ce truc-là qui se passe, c'est Star Wars, c'est littéralement ça. C'est une étoile de la mort, mais sur Terre. C'est un canon rail, si vous préférez. C'est un canon rail, si vous préférez. C'est un canon rail, mais de Malpierre. Oh merde, j'aime l'idée. Ah, mais c'est une idée complètement Skaven. On est d'accord que c'est une idée complètement... C'est le méga laser, c'est ça. Les Skaven ont l'étoile noire, c'est ça. 13e membre du conseil, c'est l'empereur. Voilà, c'est un exterminatus. Eh bien, lorsque Mazdam Mundi comprend tout ce que je vous ai dit depuis 50 minutes, tout ce que je vous ai dit, la toile géomantique est surchargée, les Skaven sont en train de tout ravager, patati, patacoufin, tout ça, on s'en fout. Je suis désolé, mais j'en peux plus. Je n'en peux vraiment plus. Eh bien, en fait, Mazdam Mundi comprend que sa seule et unique chance, il dit juste ça, tu sais pas en quoi consiste la chance, sa seule et unique chance, c'est de retourner à Itza. Vous vous rappelez? Ils ont ramené tout le monde là, hein? Tout le monde, les seigneurs légendaires, tout le monde ici, Exoatl. Et il faut retourner là. Il y a juste plusieurs milliards de Skaven entre. Oui. Oui. Et vous savez, c'est quoi le pire?
Vous vous rappelez là ce que je vous ai montré, ce schéma où les points rouges, enfin la ligne rouge, c'est les armées Skaven. Les lignes vertes, c'est les armées, enfin les armées, mais il n'y en a qu'une véritablement, c'est les armées d'Exoatl qui descendent au sud. Bah en fait, ils abandonnent Exoatl avec l'armée de Mazdamundi, de Krogar, etc. pour aller sur Itza. Alors bon, c'est quoi ces petits points verts le long de la ligne, etc. J'ai pas le temps, vraiment, mais en fait, c'est pas que j'ai pas le temps, mais c'est une insulte telle que, bah, je vais vous le dire hein, quand même. Te Anawin est celui qui est censé ralentir les Skaven pendant que Mazdamundi, il comprend, il lit les avenirs, il est en train de faire ça, etc. etc. Et en fait, Te Anawin, pendant tout ce chapitre, il va attaquer les Skaven. Vu que ce sont des pestiliens, ils sont tous un peu frénétiques, donc il les attaque. Parfois, l'attaque de toutes les armées de Te Anawin, c'est juste une salve de tir de Sarbacane de tous ces skins caméléons et il réattaque pas pendant des jours. D'autres, c'est des moments où il essaie d'attirer des armées pour les piéger dans des fosses, etc. Et Te Anawin a un moment avec la corruption totale qui attaque partout les Skaven, le fait qu'ils ont des Vermin Lords surpuissants, qu'ils ont des Stormfields avec des lance-flammes qui carbonisent toute la jungle. En fait, Te Anawin à un moment n'aura plus de quoi se cacher, va faire une espèce de ligne de front pour retenir les Skaven en une bataille de plaine dans la jungle, avec que des skinks endurance 2 contre des Skaven qui attaquent sur l'endurance, avec des magiciens, alors que lui n'a aucun slan dans son armée. Comment tu ralentis les Skaven alors qu'ils sont absolument partout? On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Et bien évidemment, il va se faire défoncer. Te Anawin va se faire défoncer lors de la bataille normale, entre guillemets. Cependant, Te Anawin va réussir à s'en sortir avec ses arrière-gardes parce qu'il sait qu'il a perdu la bataille, il sait que ça sert à rien. Te Anawin, le frénétique anti-Skaven, comprend que son combat dans cette bataille ne sert à rien et décide, par un plan tout à fait froid et pragmatique comme un Saurus, sauf que c'en est pas un, c'est un skink totalement fanatique, décide qu'il faut reculer et abandonner la bataille et ne pas mourir au combat, alors que son ordre c'est tenir la ligne. Et donc Te Anawin va quitter le champ de bataille avec ses réserves parce que la bataille est foutue, ça ne sert à rien de mourir pour les slans. La magie! Mais la magie est surboostée, rappelez-vous, et il va invoquer des milliards de serpents. Ce qui va bloquer les chevilles des Skaven pendant quelques minutes et lui permettre de partir. Et c'est une fin de tournage pour Te Anawin. On n'entendra plus parler. C'est pas leur but de leur vie de protéger les crapauds? Si. Ma tête contre le bureau pendant 1 heure. Attendez, c'est pas fini. Oh bordel, ça aurait été vachement pratique comme sort devant la bataille, ça plutôt. Ouais, mais ils avaient pas le temps. C'est con parce qu'il y avait le moyen de lui faire une mort badass. Mais oui! Mais complètement! Enfin bref. L'énalquant en voyant le laser. C'est ça. Donc merci, fin de tournage pour Te Anawin. On reprend tout ça, bien sûr. Où est ma putain de carte? Elle est là. Autant qu'il meurt pendant la bataille si on n'en parle plus après. Oui, non mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Une charge frénétique de tous les skins, ça aurait été classe. Bah oui, mais non.
Il décide de reculer et au final tu comprends qu'après ben, le choix c'est de repartir en avant. Enfin bref, voilà. Salut mon jeu. Ce qui fait que... Pourquoi il y a ce truc colonne d'obsidienne? Alors voilà, la bataille elle se passe au-delà de Pauax, hein. Enfin bref, c'est des embuscades après, c'est totalement anecdotique, je passe tout ça, même la bataille, vraiment, vous voyez cette bataille sur-épique, on est d'accord, c'est quoi ça aurait pu être une bataille ultra épique, la mort de Te Anawin, ça aurait pu être magique, cette bataille qui est censée être la bataille qui te met la pression, hein, qui te met la pression tout le long du chapitre. Est-ce que Te Anawin, le champion de la guerre contre les Skaven, le plus puissant de leurs adversaires en Lustrie, celui qui est expert en embuscade et en guerre contre les hommes rats, toute la remontée des Skaven contre Te Anawin et la bataille que je viens de vous parler ne dure que 5 paragraphes. Ça démarre ici, ça finit là. Ça a pris plus de temps à les raconter qu'il en faut pour les lire. C'est officiellement vrai. Hein. C'est officiellement vrai. Ce qui fait que ça, ce n'est que l'avant-goût du chapitre. Parce que là, on n'en est qu'à la 6e page sur les 14. On est en train de le perdre. Non, mais là, je peux... Attendez, c'est pas fini, c'est pas fini. Ce qui fait que la bataille qu'on a là, pareil, ce n'est même pas une bataille. La rencontre des deux armées n'est même pas la bataille majeure du chapitre. Parce que la rencontre de ces deux armées, où il y a, juste hein, pour vous dire, les Skaven de leur côté, là, ici, sur tous ces assauts de Skaven, là, les milliards de Skaven qui attaquent, il n'y a aucun seigneur légendaire. Te Anawin est battu par le nombre et la puissance du Skaven lambda. La bataille des colonnes d'obsidienne, il n'y a aucun seigneur légendaire Skaven. Où sont les Skaven? Où sont les nommés? Eh bien, Skrolk est en Lustrie. Franchement, Skrolk, il n'y a aucune explication. Il se TP de partout à partout à partout. Il n'y a aucune corrélation dans ce qui se passe avec Skrolk. On s'en tamponne, franchement. Il est scénario, Skrolk. Il est le Skaven, parce que en plus sa figurine est ultra vieille. Games Workshop ne l'a montré presque jamais. Il n'apparaît qu'à une seule bataille, et c'est la bataille qui arrive tout à l'heure. Sinon, il n'est que le scénarium. Et derrière, c'est surtout, bien évidemment, Tankol qui nous intéresse, vu que c'est le héros de ce roman. C'est celui qui est censé représenter tout le roman numéro 4 de la fin des temps. Eh bien, Tankol ne participe à aucune bataille. Il n'est présent à aucune bataille de toute la Lustrie sur plus d'1 an et demi de combat. Un combat Skrolk et Anawin aurait pu être un truc épique, les deux ennemis ternes, oui, mais non. Les lézards ne pouvaient pas créer des séismes ou des tsunamis, ça ne fait pas le temps. Ça sent que ça veut revenir souvent ça comme commentaire. Oui, alors là, par contre, si je reçois un commentaire que je suis de mauvaise foi, fuck off. Alors là, vraiment. Hein. La non-magie. Mastermind avant d'être un général. Voilà, c'est ça. Et en fait, là aussi, c'est un des autres seuls trucs que j'ai trouvé assez sympa. C'est que Tankol, dans tout ce chapitre, il réapparaît. Donc il apparaît au début, quand il donne les renforts à tout le monde. Et après, il apparaît une autre fois. Une seule fois, en plus de la première, donc 2 fois, excusez-moi. Et on le retrouve à Xaotek. Alors rappelez-vous, Xaotek, c'est laquelle de cité? C'est celle où il y a la faille démoniaque. Qui bien sûr a été laissée sans aucune surveillance. Il n'y a plus d'armée pour la protéger. Une porte du chaos, majeure, et sans aucune surveillance.
Et aucun démon n'en sort. Depuis plus de 2 ans. Même plus, depuis 4 ans. Rappelez-vous de ça. Et Tankol, avec donc Vorax, hein, son rat ogre gigantesque, rappelez-vous, il est occupé. Enfin, pardon, il n'est pas occupé. Il est accompagné du Vermin Lord. Du Vermin Lord. Il est accompagné du roi des Verminarques. Et tu te dis, oh putain, ces deux-là, Tankol et le roi des Verminarques à Xaotek, qu'est-ce qui va se passer? Ça pue la merde. Eh bien, le Vermin Lord et Tankol vont se pencher au-dessus de la faille. Et Tankol va voir de ses propres yeux le Vermin Lord Plus, le plus puissant de tous les Verminarques, avoir peur. Tankol va même devoir essayer de lui attirer l'attention pour que le Verminarque arrête de regarder la faille entre les deux mondes. Et lorsque le Vermin Lord va se retourner vers lui, alors il faut que je retrouve le passage parce qu'il faut que je vous donne quand même les vrais mots. Le Vermin Lord va lui dire, après être arrêté d'être dans ses pensées en regardant la faille interdimensionnelle, il va lui dire: j'ai vu des armées innombrables et une rage inextinguible, excusez-moi. Ils nous attendent. Ils nous épient. Nous ne pouvons pas vaincre ce pouvoir. Pas encore. Deathwomack, t'es toujours là? Ce tout petit passage nous explique que les Skaven, qui sont plusieurs milliards, qui sont en train de préparer leur plan ultime pour le monde et qui sont en train de terminer les hommes lézards, leur seigneur le plus puissant, qui est à la fois matériel et immatériel, voit ce qu'il appelle, lui, des armées innombrables à la rage inextinguible et qu'ils ne peuvent pas, eux, les Skaven, les vaincre. Donc, en gros, la totalité des armées démoniaques de Khorne, les vrais, ne sont pas encore entrés en jeu. Que serait-ce le teaser du prochain livre? Incroyable! Oh, Games Workshop! Alors là, est-ce que j'ai pas vous savez j'ai pas le mème de JDG qui cligne l'œil en faisant hein? Mais là, on a un gros clin d'œil, hein, du genre des millions d'armées à la rage inextinguible ne sont pas encore entrés en jeu. Mais ils sont pas alliés. Bah en fait, les Skaven n'ont aucun contact avec les démons du chaos. La seule chose qu'ils sont en contact qui a l'air démoniaque, ce sont les Vermin Lords. Et le pire, et vraiment c'est ça qui m'énerve par contre, c'est que, vous savez, pendant l'année entière où Mazdamundi il comprend, hein, le grand vortex, la toile géomantique et tout, parce que tout ça il ignorait bien sûr, hein, il est au courant de rien, Mazdamundi, hein, il fait que dormir depuis 7000 ans. Mazdamundi comprend enfin que les Skaven
Il a vraiment le... Vous savez, la petite loupiote et ampoule qui illumine d'un coup. Oh, je viens d'avoir compris. Je viens d'y avoir compris. Mazdamundi comprend que les Skaven n'agissent pas vraiment en fait pour eux. Ils ne sont qu'une arme et un outil des forces du chaos. Et fut-il batracien. Bien joué Einstein. Mais comment Korn n'est pas dieu du sang et pas encore entré en jeu? Bah parce qu'il attend le bon moment. Ah, je l'avais jamais dit à voix haute. Korn attend le bon moment pour attaquer. Donc Deathmoumak qui posait la question, mais les Skaven donc à ce moment-là du roman ne sont pas l'armée la plus puissante? Bah, tu viens d'avoir la réponse. Absolument pas. Quel tacticien. Le bon moment, le moment où il n'y a plus rien à détruire. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ah putain. Voilà. Voilà. Bon, on va enchaîner sur la fin parce que véritablement là, je n'en peux plus, hein, vraiment. Là, je craque. Donc, on revient encore au fait est que on arrive vers l'automne 2526. Donc, 1 an et demi après le nouvel assaut des Skaven, Idza abandonné, Tehenna-Wyn qui fait des guerres de guérilla, Mazdamundi qui comprend les faits et gestes de l'univers, les Skaven qui construisent leur laser gigantesque anti-lune, le fait que d'autres cités majeures tombent dans le monde et qu'ils ont assez de trucs pour le faire, le grand vortex des hauts elfes qui explose et qui est libéré. Bref, c'est la fête du slip. La sortie de Exoat, parce qu'au final, il fallait retourner à Idza, parce que c'est là-bas qu'est le nœud de la toile géomantique. Rappelez-vous, là aussi, je vous ai dit de vous en rappeler dans le stream, le fait que l'endroit le plus névralgique, là où il y a le plus de puissance totale du monde de haute magie que seuls les Slann peuvent utiliser, il est dans la cité qu'ils ont abandonnée volontairement. L'assaut, les armées d'Exoatl, commandées par Mazdamundi. Alors, techniquement, ils ne sont pas commandés par Mazdamundi, parce que Mazdamundi n'est pas un général combattant, il est le sorcier le plus puissant du monde, techniquement. Avant que les armées de Exoatl ne sortent pour rejoindre la colonne d'obsidienne, vous allez comprendre après pourquoi, Mazdamundi montre qu'il a plus de limites, véritablement, en termes de pouvoir. Il claque des doigts et il TP à côté de lui Kroq-Gar et son Carnosaure. Rappelez-vous encore ça, pendant quelques minutes. Donc, ce faisant, ils disent « Non, mais on n'a pas de général, vous êtes un grand sorcier, mais vous allez commander ?» Non. Hop, voilà votre général, c'est le meilleur, c'est le plus puissant, c'est bon, c'est parti, on y va. Et l'armée qui sort d'Exoatl est donc commandée par Kroq-Gar, et elle est rejointe par Tetoeko, rappelez-vous le petit skink qui chevauche des Terradons, et accompagné bien sûr de Mazdamundi et de la toute puissance de Exoatl, dernière cité temple majeur des hommes lézards. Il maîtrise bien le TP, à quoi ça a servi le trajet du retour à pied? Attendez. Les armées, où il n'y a, je le rappelle, que des no-name côté Skaven, vont rencontrer la toute-puissance de l'élite des hommes lézards aux colonnes d'obsidienne. Endroit totalement... on s'en fout. Voilà, on va dire, hein, on s'en fout. Il n'y a pas de cité majeure. C'est juste des monuments anciens qui sont là.
Et vous savez ce qui se passe lors de cette bataille? Mazdamundi, Kroq-Gar, Teto Echo, leurs meilleures armées, contre des milliards de Skaven. Comme ils le comprennent là, Mazdamundi, il en explose des centaines de milliers, ou en tout cas des milliers, ça c'est sûr, des dizaines de milliers par ses sortilèges, parce qu'il en a plus rien à foutre. Il crée des séismes, il crée des tornades de feu. Donc ils ont du potentiel, les Slann, on est d'accord. Mais là, il n'y en a qu'un. C'est que Mazdamundi. Tous les autres, depuis le début du roman, tu comprends qu'ils sont soit morts, soit qu'ils sont quelque part. Sauf que les Slann, tu ne sais pas où ils sont. Il n'y a que là, c'est vraiment concentré Mazdamundi. Même Kroaq, hein, le plus puissant d'entre tous, tu sais toujours pas où il est. Tu sais toujours pas même s'il est en vie ou pas. Ils font de la pétanque. Ben non, ils touchent rien, ils sont au-dessus de ça. Et donc Mazdamundi, avec Kroq-Gar, avec toutes ses armées, va ravager les Skaven jusqu'à atteindre les colonnes d'obsidienne. Et ils vont plus réussir à avancer. Et surtout, le pire, c'est que Mazdamundi comprend que les Skaven vont lancer le laser. Leur projet est terminé. Et Mazdamundi n'a rien pu faire pour l'en empêcher. Alors qu'il a réussi à accentuer les rayons solaires pour cramer des microbes sur la lustrée. Ce faisant, alors que la bataille est imperdable pour les hommes lézards, c'est juste que ça va leur prendre du temps, hein, c'est des milliards de Skaven à abattre, ils comprennent que ceux qu'ils ont en face, ce sont des no-name, des personnes qui n'ont aucune importance, qui ne sont là que pour les ralentir. Mazdamundi va libérer son pouvoir, à nouveau, il faut continuer, et en utilisant le pouvoir concentré dans les colonnes d'obsidienne, qui est donc une parcelle, je ne vous mens pas, hein, une parcelle de pouvoir de toile géomantique, un infime pourcentage, il décide de laisser la moitié de son armée sur place et de TP l'autre moitié à Itza. Merci Olive. Et c'est là que commence la bataille d'Itza. La bataille ultime d'Itza. Même le chasse dit what the fuck, ah bah littéralement. Mais il fallait le faire depuis le début, bon Dieu, de saloperie de scénariste. Mais non, parce qu'ils auraient gagné sinon. N'oubliez pas que le but là, c'est que les méchants gagnent. L'humour anglais, sans doute. Ouais, je pense, ouais, c'est l'humour british. Oh, 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 oh. Salut le fléau. Ce qui aurait été classe, c'est qu'il déplace un continent pour empêcher les Skaven de tirer. Ouais, alors je vous ai pas tout dit, hein, mais j'ai pas le temps. Mais les Skaven essaient de prendre par surprise les hommes lézards en allant sous terre, parce que c'est les Skaven, ils ont accès à des tunnels sous terre, des anciens tunnels même qu'ils ont utilisés pendant la première guerre lustrienne, celle d'il y a des siècles, mais que les hommes lézards et les Slann ont fait effondrer les tunnels. C'est pas grave. Passons. Pourtant, je suis amateur de comédie britannique, mais celle-là est beaucoup trop absurde. Cohérence sur 20, c'est ça. Et vous savez, la plus grande cohérence de La magie là-dedans, c'est que Kroq-Gar TP avec lui. Mazdamundi TP avec lui Kroq-Gar, la garde d'honneur d'Exoatl, pour vous dire ce sont les gardiens du temple les plus puissants de toute la lustrie. Tic-tac-toe, ah il est là, incroyable, regardez le maître des cieux, le skink qui peut faire tomber des comètes de Cassandora sans aucune limite, il est là
incroyable. Excusez-moi, j'avais oublié qu'il était là. Oh, c'est dingue. Waouh. Il fera rien de la partie. Hein. Ne cherchez pas, il est même pas présent visuellement. Des Saurus, des Crocs, des autres seigneurs légendaires. Patati patin couffin, c'est parti. Et en face, qui c'est-il donc qui se trouve à Itza à ce moment-là? Vous savez, les patrouilles de Skink qui sont à Itza, bah en fait, elles sont juste là pour... C'est Titacto, pas Teto Echo. Mais non, c'était lui. Ah non, c'était pas... Ah non, merde, c'était Titacto. Ah oui, non mais Maître des Cieux, oui, c'est de la merde. Oui, pardon, non, je confonds. Ah oui, non, non, donc il est pas là, le prêtre. J'avais bien lu, il est pas là, le prêtre. Oui, voilà, regardez. Oui, je confonds, pardon. En fait, il y a bien un prêtre Skink lors de cette bataille, veilleur de la plaque sacrée, et il s'appelle Xotek Plume Jaune. C'est vrai que Teto Echo, on s'en fout un peu, quoi. À quoi ça sert? Le fameux Plume Jaune, on est sauvé. Et en face, donc, qui est à Itza parce qu'il a déjà lu le scénario depuis des mois? Il y a l'armée de Skrolk. Mais pas seulement l'armée de Skrolk. 1, 2, 3, 4, 5, et Skrolk 6. Il y a 6 seigneurs de guerre. Et je vous ai dit quoi par rapport aux seigneurs de guerre, seigneurs d'armée, seigneurs de clan, d'Escaven? Il y a à chaque fois un Verminlord. Quelqu'un s'est amusé à calculer la valeur d'armée? Non, mais ça sert à rien. Il y a 6 Verminlord. Vous n'avez pas de congé trimestriel. Ben non, à quoi ça sert? Je crois que tu as le calcul à un moment dans la bataille. Je crois que les hommes lézards dans la bataille sont à 1000 contre 1 ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus. Il y a 6 seigneurs de guerre qui se touchent la nouille à Itza alors que l'action était à Exoatl. Oui, parce qu'en fait, tu comprends qu'ils ont été prévenus par les Verminlord. Voilà, voilà. Il avait prévenu qu'Itza était la clé de la lustrie, c'est donc logique qu'il soit là. Oui, et qu'il ne pouvait pas avoir l'accès à la toile géomantique parce que seuls les Slans peuvent le faire. On a le monté de Terradon, c'est nommé, c'est Win. Ouais, voilà, c'est Win. Je vais me couper une couille de rat, je reviens. Et Gorok? Ah non, non, mais Gorok, vous l'oubliez, il n'est pas là. Gorok n'est pas dans la fin des temps. Il n'y a pas de Gorok. Et donc la bataille finale d'Itza, vraiment la bataille s'appelle comme ça, la bataille finale d'Itza commence par... L'art est cool, oui c'est le seul qui est bien, c'est les artworks. La bataille commence, merci Tom, merci beaucoup pour ton 10e mois de sub. La bataille commence par le canon rail des Skaven qui fait péter Morslib. Zigtail, le rival de Ikit, réussit à créer le canon Skaven le plus puissant du monde, de l'histoire même du monde, en se basant sur de la malpierre et de la poudre noire. Et c'est tout. Bon, certes, il y a des vents de magie dedans, mais quand même, foutez-vous pas de ma gueule. Et le canon, parce que Zigtail va être murmuré par des démons Verminlord, le canon va fonctionner sans aucun accro. Tout ça en un mois? Non, en un an. En un an, ils ont construit le canon. Le canon ne va pas exploser et la lune Morslib explose. Elle est zappée. Tu trouves qu'il se foutait pas de ta gueule jusque-là? Ah, si, mais là... L'équivalent des hommes lézards dans Warcraft, c'est les trolls. Coïncidence? En un an, ils ont réussi à jouer tôt. Ouais, voilà, mais à jouer tôt à l'échelle planétaire. Hein.
C'est genre, c'est pas un canon rail qui a pu tuer Mazdamundi par un tir chanceux. Non, non, non. Ils font péter une lune. Donc c'est un interstellaire. Donc un kaboom, voilà. Donc la bataille commence. Et Mazdamundi mentalement... Alors, il y a un passage. Alors Mazdamundi, en fait, il a tellement plus de limites que juste avant la bataille, avant que le tir de canon soit fait, au moment où le tir de canon est fait, en plein début de bataille où son stégadon est en plein dans les rangs, il est en train de tout péter, parce que bien sûr les Skaven font une masse de milliers, centaines de milliers de Skaven pour empêcher les hommes lézards d'atteindre le grand temple de la Lustrie qui est au centre de la ville. Pourquoi tu t'es pas TP à côté, mais juste de l'autre côté de la ville, espèce de débile ? Les Skaven sont tellement nombreux que le plan de bataille au moment où Mazdamundi et Krogar et ses armées se TP, c'est de faire une pointe et foncer à travers les Skaven pour atteindre le Grand Temple, qui est le centre névralgique de toute la toile géomantique. Et alors qu'il est en plein assaut, Mazdamundi ressent le tir de laser qui est en train de faire craqueler la lune. Et Mazdamundi, en pleine bataille, se TP en éthéré au-dessus de Scarogne. La magie! Merci Moustache pour le follow. Les Skaven tous rassemblés, c'est la bataille de toute façon. Non, oui, c'est imbattable. What? Oui, oui, Grumpy, tu as très bien entendu ce que j'ai dit. Donc, Mazdamundi, hein, il sort de son corps physique alors qu'il est en pleine bataille. Et son corps éthéré traverse la Lustrie, le grand océan, va jusqu'à Scarogne et voit le laser en train de tirer. Et au moment où la lune explose, la forme éthérée de Mazdamundi est oblitérée. Les Slanes dans le monde saignent, leurs yeux pour certains explosent à ce qu'ils nous disent, leur cerveau pour d'autres grille tout simplement. Tu sais plus où ils sont les Slanes. Tu sais plus combien il y en a. On n'a jamais su d'ailleurs vraiment le nombre de Slanes dans toute l'histoire de Warhammer. Mais apparemment il y en a d'autres. Voilà. Et apparemment, il y en a qui ont ressenti l'explosion de la Lune et qui ont grillé sur place. Parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas encore assez eu de pertes dans les Slanes, vu qu'on pensait qu'ils étaient tous morts. Sauf que ce n'est que le sortilège de Mazdamundi qui a pété. Mazdamundi revient dans son corps. Il saigne du nez, il saigne des yeux, mais bon, c'est Mazdamundi. Par contre, il comprend que son stégadon est en train de se faire totalement encercler et il est tout seul. Son armée est un petit peu trop en arrière, Krogar a du mal à avancer. Et il dit juste mentalement, dépêche-toi, Krogar, dépêche-toi. Perce la ligne s'il te plaît avec tes armées, amène-moi jusqu'au temple, parce que bien sûr en 2 claquements, il grille tous les Skaven devant lui. Je vous rappelle qu'il a détruit des dizaines d'armées juste avant de faire le TP en arrivant à Itza, mais vu que là il est concentré sur le laser, sur la lune qui est en train de tomber par météorite entière, il n'a plus de quoi lancer des sorts sauf pour se sortir de la masse. Et donc... lorsque Mazdamundi va atteindre le temple central, parce qu'il va y arriver avec Krogar va réussir à percer la ligne. Mazdamundi va rentrer dans le temple, le grand temple de la Lustrie, et va déclencher la toute puissance de la toile géomantique. Cependant, alors que si le plan de faire péter la lune des Skaven aurait été ralenti par quelque chose que ce soit, aurait eu un problème, ou aurait fait péter la lune 10 minutes, même pas, 10 secondes après que Mazdamundi ne soit assis sur le trône du centre de la toile géomantique, tu comprenais que les hommes lézards sauvaient le monde. La puissance de la toile géomantique quand Mazdamundi entre dedans te fait comprendre que s'il serait arrivé avant que le tir de laser ne parte, il avait de quoi balayer l'intégralité des Skaven de la planète.
Il pouvait même contrecarrer le pouvoir du chaos pendant quelques minutes. Le pouvoir intégral. Ça te donne une idée, hein. Et lorsqu'il arrive là, Mazdamundi balance, grâce au pouvoir, parce que là, alors là vous voyez hein, tout ce qu'on n'arrête pas depuis le début de la fin des temps, depuis le début de la fin des temps, depuis le premier stream, tous les La magie! qu'on a utilisés depuis le début, là sont caducs. Parce que là, on est vraiment avec La magie! Mazdamundi, en une seule seconde, va balancer des centaines d'ordres télépathiques à travers la lustrie, jusque dans les terres du sud, donc le sud de l'Afrique, hein, sur la terre de Warhammer, pour vous repérer géographiquement par rapport à nous, et va contacter tous les Slans qui sont encore en vie et qui sont dans leur forteresse cachée du monde et même du scénario, pour leur dire j'ai besoin d'aide ou activer les machines des anciens. Et lorsque Mazdamundi balance ça, les monuments des anciens, que ce soit les cités majeures, les cités mineures, les pyramides, tout ce que vous pouvez connaître de la lustrie, cet artefact, ces petits artworks là, cette espèce de style aztèque, maya, désolé, hein, je les confonds tous, c'est pas ma période, tous ces trucs là un petit peu, vont commencer, ceux qui ne sont pas détruits bien sûr, vont commencer à s'activer. Le roman t'explique que des choses qui n'ont pas bougé depuis 8 millénaires commencent à bombir. Des ouvertures se dégagent et des passerelles sortent de terre. Et ça, c'est juste le lancement hein, du sortilège, la toute première seconde. Les secondes qui passent après, c'est Mazdamundi qui va bourriner tout le pouvoir de la toile géomantique pour balancer et faire le jeu Astéroïde. Il va utiliser son esprit et le pouvoir démultiplié de la toile géomantique pour faire exploser les météorites de Malpierre de Morslib qui tombent sur le monde, qui font la taille de continents. Il va les transformer en taille de pays par des zappes d'énergie d'esprit, puis en taille de montagne, puis en taille de gros rochers, etc., etc. Sur les millions de débris d'une lune qui sont en train d'exploser. Il fait littéralement le jeu Astéroïde. Et vous savez quoi? Ben, il échouera. Ah non, il échouera. Il fera tout ce qu'il peut, Mazdamundi. Il y aura même les autres Slans qui, je vous ai dit, soit ils font son plan, soit ils l'aident à essayer de le canaliser, etc. Tous ceux qui vont l'aider vont mourir. Mourir. D'accord? Et Mazdamundi va faire le mieux qu'il peut pour continuer de zapper, de zapper, de zapper, de zapper, de zapper, de zapper. Et à un moment, bah, il tombe dans les pommes. Il tombe pas seulement dans les pommes, il tombe de son palanquin. Alors son stégadon s'est déjà fait bouffer depuis longtemps, hein, cherchez pas. Voilà. Il perd connaissance. Il sait que dans quelques dizaines de minutes, le monde va disparaître. Un Slan qui tombe de son palanquin, c'est la quasi-mort. Ah oui, oui, voilà.
La seule petite chose que le roman te met en mode espoir, c'est qu'il te dit Mazdamundi a pu faire ça parce qu'il manquait quelqu'un dans le grand temple. Dans ce grand temple, centre de la toile géomantique, Mazdamundi lui-même s'attendait à trouver Croak. Oui, on est dans sa cité, je le rappelle. On est dans Itza. On est dans la cité du prêtre relique. Mais il n'est pas là. Croak qui est en RTT. Ah, littéralement, hein, RTT Seychelles. Hein. Pendant ce temps, à l'extérieur, Krogar, franchement, est inarrêtable. Franchement, il est inarrêtable. Krogar, avec son Carnosaure et avec, bien entendu, les gardiens du temple de Mazdamundi. Donc, alors là, c'est l'élite de l'élite des hommes lézards. Il n'y a rien au corps à corps qui peut les battre. Vraiment, vraiment, le roman, il met des malles brutes, il y a des abots, il y a des roues infernales. Rien. Tout se fait défoncer par les hommes lézards. Il n'y a aucune chance aux Skaven de gagner ça. Cependant, Krogar va se mettre face à Skrolk, bien évidemment. Skrolk qui se dirige vers le grand temple au centre pour aller tuer Mazdamundi, etc. Merci Balkany Sensei pour le prime du 8e mois, merci beaucoup. Skrolk va tuer Grimlock, qui est donc le grand carnosaure de Krogar, en un seul coup de bâton. Ok, vas-y, continue, roman, vas-y, balance. Et donc, Krogar va tomber face à face contre Skrolk. Skrolk, second du clan pestilien, moine Shaolin de la peste. Ouais, je vous rappelle que Skrolk est aveugle. Hein. Juste, hein, si vous ne vous en rappelez plus, Skrolk est un Skaven aveugle. Si vous l'avez oublié, hein, d'accord? Et même alors que Skrolk a une puissance démultipliée qui vient de dégommer Grimlock en quelques orions de son fléau, Croak le défonce. Croak, hein, le seigneur homme lézard armé de la lance du crépuscule, l'empale et le défonce, le soulève même en mode bannière au-dessus de sa tête. Merci Olivine Corp pour le 17e mois, merci beaucoup. Donc tu fais waouh! Putain, Krogar qui défonce, ça fait plaisir à voir. Krogar, excusez-moi. Krogar. Oui, bah excusez-moi, mais tous leurs putains de noms se ressemblent et moi j'en peux plus. Donc Krogar défonce avec sa lance Skrolk. Il va l'empaler, s'en servir comme un petit drapeau, hein, littéralement, sous les yeux de tous les Skaven devant lui, montrant donc la toute puissance des hommes lézards au corps à corps face aux Skaven. Sauf que Skrolk, il a un Verminarque avec lui. Un Verminarque pestilien. De la corruption. Merci Draker pour le sub offert à la commu, merci beaucoup. Ce qui fait que le Verminarque de la corruption pestilienne, qui voit son champion être empalé par Krogar, va se matérialiser sur le monde, parce qu'il n'avait rien fait pour l'instant, hein, ça servait à rien. Et en un seul paix verdâtre dégueulasse, merci Draker pour le 2e mois de sub, merci beaucoup. En un immense paix trahissant la souplesse et la dureté de son slip, Deus Ex gros caca va créer un nuage de pestilence qui va one-shot l'intégralité des gardiens du temple de Mazdamundi en une seule seconde. Ce sortilège va en plus obliger Krogar
a utilisé son gantelet des dieux, qui est un artefact des anciens, je le rappelle, son espèce de main gantelet de métal d'énergie des anciens, à l'obliger à former un bouclier autour de lui pour éviter de mourir face à ce sortilège. Et alors qu'il a fait ce sortilège, il s'est matérialisé, il a fait le sortilège qui a tué tout le monde, il a fait le sortilège qui a empêché Kroq-Gar de bouger, le Vermin Lord saisit le corps de Skrolk et utilise ces gaz tuants pour soigner et régénérer Skrolk. Ce qui fait que tu comprends que là, leur meilleur champion est le meilleur champion des hommes lézards est incapacité. Le plus puissant des mages du monde est out. Leurs armées sont intégralement prises et engluées par les Skaven. Et un Vermin Lord, un dieu, un démon majeur du dieu des Skaven, champion ésotérique de la trahison, prend Skrolk dans ses bras comme si c'était son petit chat et le soigne par un sortilège de pestilence. Ce qui fait que les Skaven, à ce moment-là, n'ont aucune perte de héros légendaires. Et c'est là qu'on revient à Mazdamundi, qui reprend connaissance. Et Khorne se dit, on attend encore. Ah oui, oui, Khorne est encore en train d'attendre. Mazdamundi va se réveiller. Mazdamundi va comprendre qu'il a échoué. Des météores de la taille de grandes villes, de nos villes à nous, vont s'abattre sur le monde entier. La toile géomantique ne sera disponible à personne. Le monde est terminé. Le grand exode va commencer. Ça a été annoncé dans le premier paragraphe du premier roman, du premier bouquin de la fin des temps. Le grand exode est ordonné. Et les grands monuments et grandes pyramides lustriennes avec à l'intérieur des slans dont on ne sait pas d'où ils sont, on ne sait pas d'où ils viennent, on n'en a rien à foutre, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, pourquoi ils ne sont pas tous morts et qu'il y en a qui sont tous morts et qu'ils disent que tout le monde est mort et qu'en fait au final il y en a encore une centaine, on ne sait pas d'où ça vient. Les pyramides hommes lézards s'envolent et retournent dans les étoiles avec leurs skinks et leurs slans. La magie! Nique les Saurus. Bah, les Saurus, ils peuvent en refaire parce qu'apparemment, ils partent aussi avec des bassins de frais neufs. En disant salut, encore merci pour les poissons. C'est grâce aux anciens, ça? Bah en fait, c'est avec lesquels les vaisseaux sont arrivés avec les anciens. Bisous, je m'envole. Pas de soucis, c'est un dessin. C'est du full random qui partent? Ah oui, oui, il n'y a aucun nommé qui part. Aucun nommé des hommes lézards qui part. Parce que c'est pas fini. C'est pas fini. C'est la fin, là. Là, on arrive à la fin du chapitre. Ça y est. Mazdamundi, je vous le rappelle, il s'est réveillé. Il ressent les pyramides qui sont en train de partir. Il dit, ben on a échoué, ce monde est foutu, mais c'est pas grave, on va continuer le grand plan qui est de combattre le chaos sur tous les plans. Donc, Mazdamundi, Kroq-Gar, tous les champions hommes lézards sont abandonnés sur la planète qui va se bouffer les météores en pleine tronche. Et la dernière scène de Mazdamundi est d'un pathétique total et absolu. Tu as Mazdamundi qui essaye de ramper au sol
pour atteindre le haut de la pyramide et ressentir une dernière fois l'air frais de Lustrie. Et il va claquer dans les escaliers. Et vous savez qui était en haut des escaliers? Ben, il y a Croac depuis le début. Croac est en fait, depuis le début, en haut de la pyramide centrale de Itza. On t'explique qu'il est en train de regarder le ciel, que Croac a ressenti la mort de Mazdamundi à quelques dizaines de mètres plus bas que lui, ce qui veut dire officiellement, pour revenir à tout ce que j'ai dit depuis le début de ce roman, que Croac, il est et a toujours été et est resté à Itza. Donc, ils ont abandonné Croac à Itza solo. Et que le gars n'a rien foutu de l'intégralité de la fin des temps jusqu'à maintenant. Et vous savez ce qu'il fait? Croac, alors il est mort, hein, d'accord, c'est plus que son corps, mais il n'y a plus que son esprit, son corps est mort. Eh bien, il va lever la main vers le ciel. Donc son esprit est tellement puissant qu'il arrive à bouger son cadavre. Et il va lancer un seul sortilège au moment où les comètes et les météorites vont tomber sur Terre. Et en fait, alors qu'il est mort, qu'il n'y a que son esprit et qu'il a pu lever la main et lancer un seul sortilège, Croac dévie toutes les météorites restantes sur les terres du Sud où il y avait des hommes lézards et la Lustrie où il y avait des hommes lézards. Et en utilisant la toile géomantique, il crée des bulles d'énergie et de boucliers qui empêchent le monde de brûler lorsque toutes les comètes, toutes les météorites tombent sur Terre, créent des raz-de-marée gigantesques, créent des tornades de flammes de plusieurs centaines de kilomètres. Elles sont toutes en fait enfermées dans les bulles de protection à l'endroit où elles sont tombées. Et l'intégralité des terres du Sud, de la Lustrie et tout ce qui se trouvait à l'intérieur est définitivement disparu du monde de Warhammer. Ce qui fait que Croac, Kroq-Gar, Tic-Tac-Toe, Teto-Echo, Gorok, Nakai, Mazda et le corps de Mazda, Skrolk, Tankol, tous ces personnages, on se dit, ils sont tous morts. Techniquement, ils sont tous morts. Cependant, Mais apparemment, non. Je crois que Tankol réapparaît après. Parce qu'il était déjà au courant. Croac, un sort, 2 milliards de scaven en une bataille, c'est ça. Et Croac, c'est TP après, t'as oublié? Non, non. Non, il est mort. Hein. Non. Alors, vous pouvez me dire ce que vous voulez, qu'il est AOS et tout. Hein, non, j'en ai rien à foutre. Protégé par le bouclier des anciens qui formait un orbe de sérénité au milieu de l'apocalypse, le seigneur Croac absorba les énergies libérées et s'en servit pour créer des dômes de force partout en Lustrie. Sous ces barrières mentales, des régions entières recouvertes de jungle flottaient au milieu du cataclysme. Le seigneur Croac les fit s'élever et les envoya au-dessus de l'horizon. Après ce dernier acte héroïque,
Croak laissa la conflagration les engloutir, lui et le reste de la lustrie. Crancard, il s'enfuit pas avec un autre Carnot. Si, mais il en appelle un autre dans la bataille et il se barre. Mais la lustrie et les terres du Sud sont carbonisées. Donc il est mort. C'est la première fois qu'à la fin d'un stream, je suis énervé. J'espère que c'est pas contre moi. Mais ça sert à rien d'aller dans les étoiles vu qu'il y a de la corruption sur les structures, donc retrouvable par le chaos. Oui, mais trop tard. Ça va donner après plus tard à OS. L'histoire des bulles, j'ai rien compris. En gros, t'as la lustrie, le continent, les comètes qui les météores qui s'écrasent dessus, et en fait Croak, il crée des énormes bulles qui entourent la lustrie et qui en fait forment des espèces de bulles pour empêcher que les flammes se répandent sur le monde entier. Ça arrête les raz-de-marée. Tu sais, t'as l'épicentre au centre de la lustrie qui fait BAM, et en fait tout autour de la lustrie, un bouclier qui contient tout à l'intérieur pour sauver le reste du monde des explosions de Malpierre. Parce que là, sinon, c'était fini. Hein. Là, le monde de Warhammer était définitivement détruit. C'est des portes anti-feu. Ouais, voilà, sacré porte anti-feu. Dans les terres du Sud, tu comptes la Terre des Morts? Non, Mathis, la Terre du Sud, ça s'arrête au sud de la Terre des Morts. Je pense que Ténawin et Théricos sont juste ouverts les veines hors champ. Ah, mais non, mais ils sont morts depuis longtemps, là. Là, ils sont morts. Les Skaven allaient détruire la planète, mais pourquoi? Quel but pour leur accordu? En fait, dans leur tête, les Skaven auraient compris que c'était une terre. Vu qu'ils étaient sous terre, eux, ceux qui étaient sous terre auraient survécu aux déflagrations énormes. Et après, les radiations et la corruption Malpierre, ça aurait été leur monde. Et en ayant réussi ça, si jamais ils auraient réussi ça, les Skaven, à faire tomber la Lune sur la planète, et donc à faire que la planète soit rasée et que tout ne soit que corruption de Malpierre, ils auraient été assez puissants pour contrer les forces du chaos. En tout cas, c'était le plan des Vermin Lords. Mais les Slann, donc, dans leur dernière protection de ce monde-là, ne font en fait que cracher à la gueule des Skaven en leur disant « Vous ne pourrez jamais atteindre l'égal des dieux du chaos ». En gros, les jungles sont détruites. Oui. Ce qui fait que, à partir de maintenant, nous sommes le 15 décembre 2023. Nous en sommes à la fin du 5e chapitre du 4e livre de la fin des temps. Les hommes lézards, tous les héros légendaires sont morts et la race des hommes lézards n'existe définitivement plus. Elle a soit été cramée, soit a quitté le monde. Ils sont donc disparus. C'est la fin des hommes lézards. C'est la première des races, et c'est la première des races de l'histoire, et c'est la première des races à disparaître de la fin des temps. C'est fini. Il reste plus rien quasi encore à combattre. Ah non, il n'y a plus rien du tout. Toujours plus que Kislev. Non mais Kislev, ce sont des humains. Les humains sont encore vivants. Les restes des chapitres dans ce roman, pourquoi il s'appelle Tankol? Il reste 2 romans, il reste 2 chapitres. Vous voulez savoir qu'est-ce que c'est les 2 prochains chapitres? Il en reste 2 dans ce roman. Il reste Middenheim et il reste Karazakarak. Je vais pleurer, c'est ma première armée à Warhammer. Pleure pas, ils sont toujours là. Hein. Côté bien, il reste Lemout et Vlad. Middenheim, ça sent pas bon. Alors, juste, pour ceux qui ne l'ont pas fait, qui ne l'ont pas lu, qui n'ont pas connu cette époque, Middenheim, c'est la cité, la bataille où Archaon perd. C'est la bataille. Il est là le livre, hein, il est là. C'est là où il y a cette image, où Valten contre Archaon, c'est la bataille légendaire de la fin des temps, de la tempête du chaos. Et là, on sera juste au 6e chapitre du 4e livre. Il en restera encore 6 derrière.
Si ce que vous avez vécu ce soir, vous avez trouvé ça à chier et véritablement insultant pour le lore de Battle, la semaine prochaine, offrez un sub à la chaîne à chaque fois que vous trouvez que c'est stupide. Je pense que je pourrais acheter toutes les boîtes de Old World. On devrait voter, on continue ou on arrête. Bon, franchement, là, ça devient un calvaire. Là, vraiment, ça devient vraiment un calvaire. Mais je le fais parce que c'est important de partager ça. Je trouve que c'est important. On rappelle que ce sont les mêmes qui font Old World, oui. Tu veux nous ruiner. Oh boy. On est d'accord que dans notre timeline, même si on arrive à ce stade, tu nous fais pas ça. Non. Non. Non, 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 non. Non, je suis désolé. Si jamais je devrais perdre le monde de Warhammer, je veux le perdre en combattant. Je veux le perdre en combattant. Je ne veux pas que l'histoire d'une cité majeure se résume par on a oublié que la clé du succès est dans l'autre cité majeure, on abandonne celle-ci. De toute façon, vous serez vous-même responsable. Vous-même, chère communauté, vous serez responsable de ce qui se passe dans ma timeline, dans les endroits où moi, j'aurai pas le temps de faire des parties. Dans les endroits, les terres du Sud, dans les endroits comme Inja, dans les endroits comme Nagaronde, la Lustrie, les terres arides, tous ces endroits-là où j'ai pas le temps de faire des parties. Vous serez responsable. Si le bien gagne, ça va aider le fait que la fin des temps peut continuer, ou en tout cas ça va aider le camp du bien. Si c'est la destruction, c'est la destruction. Si c'est le chaos, ça sera le chaos. C'est vous qui ferez. Mais au moins on l'aura fait. Vous voyez ce que je veux dire? On l'aura fait. On ne détruit pas une faction entière et 2 continents, Terre du Sud et Lustrie, juste avec un laser Skaven qui n'explose pas et qui n'est pas saboté et qui one-shot la Lune et donc qui fait péter tout ça. En une seule et même phase. Ça me ferait chier que tu t'arrêtes. J'ai tout découvert de la fin des temps avec tes streams. Non, non, mais on la fera. On la fera. C'est juste comprenez mon point de vue. J'espère que votre soutien ne s'arrêtera pas. Parce que vraiment là, on arrive... Enfin, on est là. Je pense que vous l'avez compris là ce soir. Vraiment, tous les chapitres qui vont suivre vont être pires que celui-ci. Les uns après les autres. Alors force à toi. Ah bah oui. J'ai cru lire force-toi. Je le fais déjà. Je le fais déjà. Non, mais je crois, Metal Liquid, que Skrull qui est pas mort. Hein. Je crois que justement, le Verminarch, il le téléporte comme Tankol. Je crois que les deux meurent pas. J'ai pas relu la suite, hein, je vais pas vous mentir. On est déjà à un sacré niveau de conneries. Eh ben, je peux t'assurer, Quentin, que c'est pas fini. Hein. J'ai regardé Archaon en prévision, en termes de conneries, c'est pire que Tankol. Oui, c'est bien pour ça que je dis que ce qu'on a vécu là ce soir tous ensemble, à 150 personnes, les chapitres qui vont suivre, pire. Donc la toile géomantique, ça servait que à charger un trône d'or. Bah en fait, voilà, ça servait à pouvoir avoir assez d'énergie pour faire décoller toutes les pyramides des hommes lézards et pour avoir un sort cataclysmique surpuissant. Sauf qu'ils n'ont pas eu le temps d'utiliser le sort cataclysmique surpuissant pour balayer leurs ennemis. Comment c'est possible d'être pire? Vous verrez. L'Imperium fait la même chose, donc moquez-vous pas. Non mais même dans 40K, le trône d'or a plus de sens que ça. Je suis désolé. L'empereur est un Slann en fait. Mais franchement oui. Franchement il est plus puissant qu'un Slann, même l'empereur. C'est un ancien, l'empereur. Cherchez pas. Et dire que des gens ont payé 80 balles pour lire ça. 80 balles, 5 fois. À quel moment ils se sont dit que ça allait passer et que c'était stylé? Alors, que ça allait passer, bah, ils vendaient leurs trucs. Donc, en fait, vraiment, imaginez que quand nous, on a lu ça, en tout cas, c'était mon cas, quand nous, on a lu ça, alors qu'il y avait encore des figurines à 90 balles qui sortaient, des règles du jeu qui sortaient, on s'est dit, en tout cas, moi, je me suis dit, ok, ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont en train de nous faire peur.
Ils sont en train de nous dire voilà ce qui se passerait si le chaos gagne dans le monde de Warhammer. Voilà le pire scénario qui pourrait se passer. Vous avez eu un bon scénario avec la tempête du chaos. Eh bien voilà, qu'est-ce qu'on est capable d'écrire et de vous faire vivre pour vous faire peur. Pour vous dire voilà qu'est-ce qui se passe si le chaos gagne. Mais même à Tancol, alors j'étais en plein boulot, hein, j'étais en plein début de ma carrière. Je vais pas vous mentir que j'étais beaucoup moins dans Warhammer, j'avais moins le temps de jouer. Il n'y avait même pas la chaîne encore, hein, dites-vous. Mais non, on s'attendait pas à ce qu'ils arrêtent tout dans le livre d'après qui est sorti le mois d'après. Hein. Que le mois d'après, ils te disent c'est fini, merci, au revoir beaucoup. Merci pour l'argent. Hein. Et vous voyez les figurines que vous avez achetées pour ce roman-là, le 5e livre qui sort, les nouveaux buveurs de sang, tous les héros et les nouvelles troupes de cornes qui sont des espèces de Petri Blight, ou je sais pas comment ils s'appellent, mais ce sont des Corn Blight, des mecs qui ont un socle de 50 par 50, que vous pouvez jouer par 6, etc. Vous voyez ces figurines qui vous ont coûté 60, 80, 120 euros, bah elles sont fermées. Le jeu est fermé. Merci beaucoup, au revoir. Terminé. Merci pour l'argent. Comprenez ceux qui sont à AOS et qui n'ont pas encore vécu ça. Comprenez.